Salut à toi l'investisseur gagnant, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Encore une étude de cas, une success story, j'ai envie de te dire, d'un élève, mais pas n'importe qui, un élève que, tu vas voir, j'ai une histoire un peu particulière avec lui et il faut absolument que tu regardes cette vidéo pour plusieurs raisons. Parce qu'on va parler, là j'ai pris mes petites notes, on va parler de comment investir quand on n'est pas résident fiscal français. On va parler de négociation et un sujet qui est totalement d'actualité, des arguments que tu vas pouvoir utiliser en ce moment pour faire baisser le prix et transformer une affaire moyenne en une super affaire. On va parler aussi d'une astuce bancaire, même j'ai envie de dire un piège qu'il faut éviter. On va aussi voir que notre ami Dylan, eh bien, il a eu son financement sans apport sur 25 ans. En 2024, c'est encore possible dans une banque que vous connaissez tous. Et tout ça, eh bien, c'est maintenant. Merci Dylan d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Simon, merci pour l'invitation. Dylan, effectivement, j'ai vécu quelques années à l'étranger, en Asie particulièrement, les 10 dernières années là. Je suis revenu en France il y a un an pour investir dans l'immobilier. Ouais, tu l'as dit, donc tu es ingénieur et donc je vais tout de suite dévoiler notre petit secret, c'est qu'en fait Dylan, je le connais très bien, c'est un ami à moi, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Alors vous allez dire, pourquoi tu fais une interview avec quelqu'un que tu connais? Bah, tout simplement parce qu'il a des choses intéressantes à raconter. Il me connaît depuis que je suis mini bébé investisseur. Alors je vois déjà sur les réseaux sociaux, ouais, il fait témoigner son pote, etc. Je m'en fous, j'invite qui je veux et je pense que Dylan, il a des choses super intéressantes à raconter. Dis-moi un peu, Dylan, pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier? Tout simplement, vu que j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, je me suis dit, la retraite, le futur, prévoyons un petit peu nos arrières. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer d'ici 30, 40 ans? J'aimerais bien, ou même avant, hein, mais bon, je vois le long terme, 30, 40 ans, j'aimerais bien, voilà, ne pas compter que sur la retraite, Mhm. et puis diversifier mes investissements. Bon, j'ai des plans d'action, j'ai la bourse, j'ai des cryptos, j'ai plusieurs investissements comme ça, mais je n'avais pas encore d'immobilier. Donc, pour me diversifier, voilà, je commençais à regarder mon portefeuille et je me disais, j'aimerais bien mettre un petit pourcentage dans l'immobilier pour que, effectivement, d'ici une trentaine d'années, ça représente voilà, 30, 40% de mon patrimoine. Je changerai peut-être d'avis d'ici là, mais en tout cas, il faut bien commencer un jour. Donc, plus on commence jeune, mieux c'est. J'ai 36 ans maintenant. Je me posais la question depuis déjà 30 ans. J'aurais pu me la poser depuis 20 ans, mais je me la posais depuis 30 ans. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à agir parce que j'étais à l'étranger. C'était pas forcément simple d'avancer, mais au final, j'ai réfléchi et puis voilà, je suis passé à l'action. Donc voilà, c'est principalement pour le futur. Ok. Et du coup, ouais, forcément, je t'en parlais un peu régulièrement aussi. Du coup, tu t'es dit, bon, au bout On avait d'un des bonnes moment, aides. Ouais. enfin, je sais pas, peut-être que ça t'a découragé d'ailleurs, hein. Enfin, visiblement pas, mais. Non, 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 pas du tout. Et c'est pour ça que bon, je me suis pas forcément orienté dans l'investissement immobilier dès le début, vu que j'étais par facilité, quand on est à l'étranger, on choisit d'autres types d'actifs, hein. Mm. Mais bien sûr, en échangeant, en discutant avec toi, en te voyant grandir tellement, on se dit, bon, on peut faire la même chose, en fait, c'est faisable. Euh, à l'étranger, c'est pas si simple, mais c'est quand même faisable. Je me renseignais, alors en passant par des banques européennes qui reconnaissent, qui prennent, qui prêtent, à qui, quand on n'est pas résident fiscal français, Mm. comment on fait. Donc, c'était pas si simple. Je me suis renseigné un petit peu. Ça prenait un petit peu de temps. Bon, j'ai trouvé des solutions. Je suis rentré en France, c'est plus simple. Oui, Euh, parce que tu as vécu le Covid en Chine. j'ai vécu le Euh, Covid en Chine. Les étoiles étaient alignées pour rentrer. J'ai fait 3 ans de Covid en Chine sans pouvoir sortir du pays, en confinement très strict, bon, dans une très belle ville, Shanghai, mais effectivement très strict à certains moments, pas forcément facile. On voit pas la famille, on a du mal à gérer ses affaires, tout est un petit peu compliqué. Donc au final, les étoiles étaient un petit peu alignées pour se dire, allez, je rentre en France, j'en profite pour passer à l'immobilier. Et c'est pour ça que voilà, c'est l'année 2023-24 qui ont été décisifs pour mon premier investissement. J'en profite du coup pour parler du financement parce que en effet, c'est quand même possible quand on n'est pas résident fiscal français. Alors là, tu étais à l'autre bout du monde, mais il peut avoir des amis suisses, des amis belges qui veulent investir en France. Généralement, les banques demandent 30% d'apport. Voilà, c'est un peu Voilà. le standard. Et après, il faut aller voir, comme tu l'as dit, des banques qui sont plutôt à profil international que plutôt
Banque Populaire du Voilà, Nord, quoi. c'est ça. Moi, c'est à peu près ce qu'on me demandait. Et en plus, à chaque fois, en passant par des gestionnaires de patrimoine qui mettent en relation avec les banques Mhm. adéquates, on est entre 30 et 40% d'apport. Alors bon, sur un projet à 200, 300 000 euros, il faut quand même le faire. Puis en plus, on fait tout ça à distance. Ça veut dire qu'il faut forcément passer par des gens, des agences qui prennent des frais, des choses comme ça. Mais il y a des solutions qui existent. C'est juste qu'elles coûtent un petit peu plus cher. Ouais, ok. Donc, tu es rentré en France en 2023, c'est ça? C'est ça, je suis rentré, j'ai pris la décision de rentrer janvier 2023. En mars 2023, j'étais ici, en région parisienne. Ok. Et du coup, donc là, tu habites à Paris en ce moment. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es mis là, tu t'es dit, ça y est, j'y vais, je cherche. Voilà, j'étais en France. Je me suis dit, toutes les conditions sont réunies pour que j'attaque le terrain. Alors, de Chine, j'étais déjà en vue hein, sur le marché. Je connaissais le marché, je connaissais les villes, je connaissais. Voilà, je viens du nord de la France, enfin, région parisienne nord. J'avais déjà mon secteur identifié, je connaissais un peu les prix. Là, je me suis dit, au final, Dylan, tu es rentré, c'est le moment adéquat, enfin, idéal. Avance, va jusqu'au bout, continue, approfondis et passe à l'action. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait à partir de mars, dès que je suis arrivé ici. Je suis resté dans la même société, donc au final, il n'y a pas de pression de job, de faire ses preuves dans la société, etc. J'étais déjà très bien installé, je continuais à faire un très bon boulot, donc au final, je pouvais prendre mes soirées et mes week-ends à travailler sur le projet personnel de l'immobilier. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu as commencé à chercher, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, j'ai commencé à chercher dans les villes que j'avais identifiées il y a déjà quelques années et que je gardais dans ma tête. J'en ai identifié quelques nouvelles. J'ai changé un petit peu ce que je voulais faire. Au début, c'était investissement locatif pur et dur, mais au début, je me suis dit, bon, est-ce que j'achèterais pas quelque chose pour y vivre en même temps? Voilà. Donc, Mhm. je cherchais un petit peu au début. Différent de ma première recherche. Je voulais à la fois vivre, enfin investir dans de l'immobilier, mais en profiter pour y vivre en même temps. Bon, je m'étais un petit peu orienté vers ça au début. Et vu que c'était un peu difficile de trouver de la rentabilité, je me suis rééloigné un petit peu et je suis reparti dans les secteurs que j'avais identifiés au début et j'ai commencé à faire des visites. J'ai commencé à faire des visites, j'avais identifié des villes et j'ai commencé à faire des visites. Donc voilà, tous les week-ends, j'étais en visite. Ok. La semaine, j'étais en recherche et au téléphone et le week-end, j'étais en visite. Ok. Un point intéressant sur la stratégie que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire acheter un immeuble et vivre dans un des appartements, c'est une super stratégie. Le seul, parce que c'est plus facile à faire financer, c'est vous vivez dans un appart quasiment gratuitement parce que c'est vos locataires qui remboursent votre crédit. Donc ça, c'est top, vous vous logez gratos. Par contre, inconvénient, c'est que ça dépend de vos exigences pour votre résidence principale. Alors, je connais très bien Dylan, il vit avec un sac à dos et un couteau. Donc pour lui, même un studio, ça lui irait. Mais si par exemple, je sais pas, vous avez des enfants, vous voulez le T3 ou le T4, etc., bien placé, nanana, forcément, vous allez complexifier le projet. Et qui dit projet complexe dit aussi enfin, moins de possibilités parce que votre secteur il va être plus réduit. Et ben forcément, plus votre secteur est réduit, moins vous avez d'opportunités, moins il y a de chances que votre projet aboutisse. Donc, c'est une très bonne stratégie, mais par contre, ça s'adresse, je pense, uniquement aux gens qui sont pas trop exigeants en termes de ce qu'ils veulent pour leur résidence principale. Est-ce que ça a été facile de trouver? Combien tu as fait de visites? Je travaillais avec des filtres. Ça veut dire qu'avant d'aller faire une visite, je m'assurais bien que ça respectait déjà mes attentes en termes de chiffres, en termes de voilà, les visuels, etc. et Éviter de de te taille. déplacer pour rien. Donc, je ne me déplaçais pas pour rien. Donc, je faisais un gros travail en amont de recherche. Très vite, on a le filtre de qu'est-ce qu'on va visiter. Et là, très vite, on a les pépites, les choses sur lesquelles on va pouvoir faire des offres. Donc, ça a été assez vite. Hein. Enfin, assez vite, chacun son point de vue. Mais en 3 mois, j'avais un immeuble en vue. Mhm. Voilà, donc je suis rentré en mars. Mars, avril, mai, juin. Voilà, juin, j'ai fait une première offre sur un immeuble. Voilà. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé sur ce premier immeuble? Parce que je sais qu'il y a une histoire, justement, une petite anecdote sur cette négociation. C'est le moment négo, explique-nous. C'est le moment négo. Alors, bon, l'appartement était à rafraîchir, il n'y avait pas les DPE de fait. Bon, le propriétaire voulait vendre avant la fin de l'année parce qu'il avait acheté en nom propre et voilà, pour les impôts, des histoires qu'il regarde. Il était assez pressé de vendre.
Bon, pour la partie négociation, j'ai tout mis dans la balance, de mon côté, forcément, hein, je prêche pour ma paroisse, et donc du coup, il n'y avait pas les DPE. J'ai fait une offre en disant, bah, on ne fait pas les DPE, c'est pas grave, mais j'estime moi-même les travaux, et puis voilà, j'en profite pour diminuer le prix. Alors, Justifié, hein, très justifié précision, le but. ouais, pardon, précision, je te coupe. Quand tu dis je fais une offre sans les DPE, bien sûr, les DPE sont obligatoires. Il n'y Oui, a aucun notaire digne de ce nom qui va vous faire signer l'acte final. Potentiellement, le compromis, ok, mais la réitération, l'acte final, il n'y a aucun notaire, c'est obligatoire. Donc, les DPE, il faut les faire. Par contre, là où c'est astucieux de ta part, c'est comme c'est potentiellement voilà, une bonne affaire et que les bonnes affaires, elles partent vite, eh bien, il faut savoir prendre parfois un peu de risque, alors entre guillemets un risque maîtrisé, hein, pour savoir vous combien ça va vous coûter les travaux de rénovation pour que le bâtiment soit conforme au niveau de la réglementation énergétique, mais qu'est-ce que vont faire la majorité des investisseurs? Ils vont attendre les DPE. Et donc, si vous, en tant qu'investisseur, vous êtes capable de vous positionner plus rapidement parce que vous savez ce qu'il faut faire, parce que vous savez estimer vous-même les travaux et faire des travaux qui sont intéressants d'un point de vue énergétique et qui vous coûtent pas une blinde, bah là, vous pouvez avoir un coup d'avance sur vos concurrents. voilà, c'est exactement ce que j'ai fait et la raison pour laquelle je l'ai fait. Il y avait d'autres personnes qui étaient en visite avec moi, hein. On faisait Ouais. les visites sur cet immeuble-là, on avait fait la visite, on était à trois. Mhm. Et effectivement, bon, c'était des petites surfaces. On sait très bien que les DPE, quand c'est un peu mal isolé, bon, vont pas être terribles, mais on peut gagner sur la méthode de chauffage, sur la production d'eau chaude, bon, sur quelques isolations par-ci par-là, la VMC. Bon, quand on connaît comment ça marche derrière, on peut effectivement voir comment baisser la note et avoir un bon DPE avec quelques travaux ajustés, affinés. Et c'est l'avantage que j'ai eu de proposer un prix sans attendre les DPE parce que les deux autres personnes n'ont même pas fait d'offre, n'ont même pas fait d'offre sans avoir de DPE. Voilà. Donc moi, je leur ai voilà, passé devant. Bon, effectivement, c'est pas forcément ça l'anecdote. Bon, l'anecdote commence ici, parce que, bon, comme le disait très bien Simon, le fait de faire ça, c'est pas un engagement d'acheter l'immeuble sans DPE, parce que si après on voit le DPE et puis bah, il y a de l'amiante partout et puis que tout est en F, qu'on peut pas louer, etc., bon, ça va être problématique. Donc, c'est pas non plus engageant, c'est juste que moi, j'avais fait l'offre avant, qui avait été acceptée, donc compromis signé. Et les DPE étant nécessaires pour la vente, bah voilà, les DPE sont faits. Donc un mois et demi plus tard, les DPE m'arrivent devant les yeux et effectivement, je vois que c'est un peu plus grave que prévu. Bon, ce qui veut dire un petit peu plus de travaux que prévu. Et ben Mhm. j'en ai profité pour refaire une négociation, une seconde négociation. Sauf que là, la différence, c'est que tu avais écarté tous les concurrents puisque tu Oui, n'étais plus que tout oui, seul. j'étais Et tout donc là, seul. tu tiens un peu par les roubignoles, Ah oui, excusez-moi l'expression. complètement. Bah complètement. En fait, le vendeur, il était seul avec moi, déjà engagé, et puis ça faisait 2 mois qu'on discutait. Donc voilà, il y a aussi le relationnel qui se crée, il y a un peu plus de confiance qui se crée, et puis de toute façon, pour le dire franchement, il parlait plus qu'avec moi. Il n'allait pas se revoir, en fait, repartir dans tout un process de voilà, je recherche, etc., etc. Non, là, il avait une vraie offre avec moi. Il savait juste que bah et d'ailleurs, la première offre que je lui ai faite, je lui ai dit sans DPE, mais bon, je lui ai pas fait non plus miroiter la lune et il avait très bien compris que son immeuble, il n'était pas parfait. Donc, quand on a vu les nouveaux DPE qui étaient, enfin, les DPE qui sont tombés et qui étaient un peu plus graves que prévu, dans sa tête, il se doutait certainement que voilà, il y avait une nouvelle négociation qui s'entamait. Donc, on a entamé cette nouvelle négociation. Il a accepté. Il avait en fait cette contrainte de vendre rapidement. Voilà. Et le temps passe, hein, parce de juin, on attend quelques mois pour les DPE. Donc, on était, je sais plus, en août ou quelque chose comme ça. Bon, après, le temps de rediscuter un petit peu, il y a toujours quelques semaines de perdu. Il y a les vacances, hein, donc voilà, on était arrivé en septembre. Donc, il avait accepté la nouvelle offre. J'avais renégocié, je crois, peut-être un 5%, quelque chose comme ça. Justifié encore une fois, parce que je négocie pas pour le fun, hein. À chaque fois, moi, je base ça sur des calculs. Donc, il avait très bien compris, il avait accepté, mais il n'y a pas eu de nouveau compromis signé. Pas eu de Pourquoi? nouveau compromis signé, puisqu'en fait, en parallèle, il s'est dit, bon, on est en septembre, la fin d'année, c'est très proche. Et ça, il me l'a pas dit. Mais il avait mis en fait en parallèle de mon offre, il avait quand même été voir un de ses amis qui était agent immobilier
et qui avait un portefeuille de clients parisiens, etc., qui achètent un peu sur photo. Donc là, en fait, l'agence, son ami, a trouvé un acheteur qui acceptait de payer euh, sans clause de banque. Voilà. Sans condition suspensive de prêt. Ce qui est drôle, c'est que le nouveau prix de vente qui avait été conclu entre le vendeur, l'agent immobilier et le nouvel acheteur de région parisienne était beaucoup plus basse que mon offre à moi, et certainement parce qu'il n'y avait pas de conditions suspensives de prêt. Et oui, donc là, c'est un point super intéressant en termes de négociation. C'est que en ce moment, et au moment encore plus quand toi, tu as fait ton offre, c'était en gros la crise du financement. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, quasiment du coup un an après. Mais à cette époque-là, c'était vraiment le marasme au niveau des banques qui refusaient tout, etc. Les taux commençaient à monter en flèche. Et du coup, psychologiquement, les vendeurs étaient en stress de que leurs acheteurs n'obtiennent pas le financement. Et C'est donc, ça. forcément, ils préfèrent accepter une offre 15 000 euros de moins que la tienne, juste parce qu'il y a la clause qu'il est sûr que ça va aller au bout. Et lui, par rapport à ses échéances, il sait que d'ici la fin de l'année, ce sera vendu. C'est tout à fait ça. Donc, comme on dit, cash is king. Si aujourd'hui vous avez de l'argent, vous pouvez financer sans apport, eh bien, mettez-le, pardon, vous pouvez financer sans prêt, eh bien, mettez-le, profitez-en pour négocier les prix. Exactement. Ok, du coup, celui-là était passé sous le nez, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Alors effectivement, celui-là, il m'est passé sous le nez. Mais à ce moment-là, je me disais, bon, il m'est passé sous le nez, mais j'ai pas toute la version, toute l'histoire. Donc du coup, je me suis renseigné quelle agence l'avait vendu. Bon, c'était une agence de la ville, je l'ai retrouvée assez facilement. J'ai passé un petit coup de téléphone et effectivement, l'agence m'a dit, oui, non, ben oui, il a été vendu sans condition suspensive de prêt. Donc bon, bah celui-là, c'est râpé. Désolé, vous êtes passé à côté. C'est comme ça. Tout est signé, ça va se faire dans un mois, plus d'histoire. Par contre, on se connaît pas encore. Vous êtes intéressé par la ville, nous on est une agence immobilière, discutons. Voilà. Donc on a commencé à discuter et au final, je me suis aperçu qu'ils avaient un immeuble qui allait rentrer bientôt. Donc je l'ai eu en hors marché. En discutant avec eux, voilà, ils ont très bien vu mon profil. Bon, le vendeur avait déjà mon profil, donc à mon avis, l'agent immobilier s'était renseigné auprès du vendeur sur qui j'étais, etc., etc. Donc très vite, ils ont eu quelques garanties, hein, voilà, de ce que je cherchais, que j'étais sérieux, motivé. Donc, ils m'ont tout de suite fait une proposition d'aller voir un immeuble qui était en hors marché à cette époque-là. Et donc, du coup, c'était un immeuble beaucoup plus grand. Je n'avais pas forcément en tête d'acheter aussi grand, mais bon, pourquoi pas, je les ai Quand tu écoutés, dis j'ai été grand, les voir. c'est-à-dire combien d'appart? Alors, c'est un 5 appartements pour un total d'à peu près 240 mètres carrés. Ok. Affiché à combien alors ce nouvel immeuble? Alors, lui, il était affiché dans les 255 000 euros, Ok. frais Et d'agence inclus. est-ce que frais d'agence inclus, est-ce que tu Ouais. l'as payé ce prix-là? Non, 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 pas du tout. Ok, Non. t'as payé combien? Alors, je l'ai payé 253 000 acte en main. Ok, alors acte en main, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technique qui permet de faciliter, c'est-à-dire normalement, l'usage, c'est que c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire. Les frais de notaire sont de l'ordre de 7,5-8%. Et quand vous achetez, c'est toujours frais d'agence inclus, ou s'il n'y a pas d'agence, c'est net vendeur. Plus derrière, c'est l'acheteur qui va payer les frais de notaire. Eh bien, il est possible de ne pas respecter cet usage, mais d'acheter tout compris avec les frais de notaire inclus, et c'est le propriétaire, l'ancien propriétaire, donc le vendeur, qui va payer les frais de notaire à l'issue de la signature de l'acte final. Donc toi, en fait, tu l'as eu quasiment au même prix, mais avec quasiment 8% de réduction, puisque tu as intégré Voilà, c'est ça. les frais de notaire dans le prix. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je voulais pas sortir les frais de notaire de ma poche. Les frais de notaire sont pas financés par la banque, donc je voulais me faire tout financer par la banque. Donc c'est voilà. Et là, pour le coup, l'agence m'a été d'une grande aide parce que le vendeur connaissait pas l'astuce, ne savait pas, il n'est pas professionnel. Donc l'agence a été de mon côté pour leur présenter cette possibilité d'acte en main, qui a tout de Mhm. suite été acceptée, voilà, sans souci. Euh, bon. Elle n'a pas été acceptée tout de suite. J'ai d'abord fait la négociation sur le prix de base de 255 000. J'ai Ouais. d'abord fait la négociation pour réduire. Et seulement ensuite, quand j'étais à la fin de la négociation et qu'ils ne voulaient plus grand-chose, etc.,
et que voilà, j'ai rajouté l'acte en main. Et voilà, c'est pour ça qu'après, ça m'a fait regrimper Ok. à 253. Ok, ouais, c'est une bonne stratégie de le faire en deux temps, parce que si au départ vous parlez de l'acte en main, comme tu le dis, les propriétaires ne savent pas forcément ce que c'est, ça peut créer un peu de c'est quoi cette magouille, Oui, oui, etc. oui, Donc le mieux c'est de se fixer tout de suite sur un prix. Donc vous fixez le prix net vendeur, enfin avec les frais d'agence. Mais une fois que ça c'est accepté, vous dites, bah, est-ce que ça vous dérange pas pour que moi voilà, ça facilite mon financement, qu'on fasse un acte en main. Et donc le prix exactement. il est plus, je sais pas moi, 245 000, mais on va rajouter à ces 245 000 les 8 000 euros de frais d'agence, et donc on va arriver à 250, je sais plus combien, 3 Voilà, c'est ça. 000 euros. Voilà. Ça, c'est même fait de toute façon en partenariat, enfin à la fin entre l'agence et puis le notaire du vendeur, Tout à fait. etc., où même le notaire a expliqué au vendeur qu'est-ce qu'il en retournait. Et effectivement, je l'ai fait en dernier pour éviter. Je me disais, le vendeur, si on lui propose ça dès le début, il pense déjà avoir fait un geste en fait de négociation, alors que c'était pas vraiment ça l'idée. Hmm. Donc j'ai d'abord effectivement fait ma négociation et ensuite, dans un second temps, l'acte en main. Ouais. Ok. Et du coup, cet immeuble, il te rapporte combien en loyer? Alors les 5 appartements au total, 2080. 2 080 euros. Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Quelques travaux de rafraîchissement qui avaient été budgétés, qui avaient été pris en considération pour la négociation. Bon, pas de gros travaux, hein, c'est du rafraîchissement, des peintures, un petit compteur électrique par-ci par-là, une VMC, voilà, pas Ok. plus. Ah, enfin, quand tu dis petit côté électrique, ça peut être plus ou moins compliqué de. Oui, 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 Mais oui. Mais il donc n'y a voilà. Mais en pas tout de cas, toiture, pas de dalle, pas de salle de bain, quoi. ok, donc c'est plus un coup de peinture pour faire propre, rafraîchir Voilà. les appartes. Ok, tu avais estimé les travaux à combien? Les travaux étaient estimés à peu près 15 000 euros. Ok, et du coup, ça, tu vas les faire au fur et à mesure que les Au fu- locataires vont changer. Exactement. Au fur et à mesure que les locataires vont changer, il y a des locataires qui sont là depuis très longtemps, les appartements sont très corrects. La stratégie, c'est vraiment de les faire au fur et à mesure que les gens partent et d'en profiter pour augmenter aussi un peu les loyers. Exactement. Donc ça, ce qui est top avec cette stratégie, c'est nous, c'est exactement ce qu'on recommande, c'est que c'est vos locataires qui vont, grâce à leur loyer, quand ils vont partir, vous aurez de l'argent sur votre compte, bien sûr, parce que les rentas là, sur cet immeuble, on les a calculés juste avant, ils sont de l'ordre de 10,4%. Donc avec ça, vous avez un excédent, ce qu'on appelle un cash flow, qui va faire grossir votre compte. Et quand le locataire, il part au bout de 6 mois, un an, etc., eh bien, vous pouvez utiliser cet argent pour le réinvestir dans les travaux, ce qui fait que vous n'avez pas sorti d'argent pour financer les travaux. Donc ça, c'est idéal. Ça vous permet d'enchaîner ce type de bien. C'est l'idéal si vous voulez enchaîner les immeubles rapidement. Ok, super intéressant. Euh, Au niveau du financement, justement, comment ça s'est passé? Donc, du coup, j'étais à l'étranger, j'avais une banque étrangère avec mon salaire à l'étranger. Historiquement, j'avais gardé une banque en France qui était plus une banque qui me servait à investir hein, dans différents actifs, en bourse, etc., mais qui ne sont pas spécialisés pour faire des emprunts, en fait, pour de l'immobilier, ce Immobilier. genre de choses. Donc, quand je Ok. suis rentré en France, bien sûr, j'ai été les voir. Et ils ne comprenaient pas vraiment ma démarche parce que bon, ils sont pas spécialisés là-dedans. Donc, ils ont essayé, alors en repassant par voilà, des succursales, des choses comme ça. Ça a été un peu compliqué, ils m'ont fait perdre du temps. Et quand on signe un compromis de vente, hein, on a 3 mois hein, pour avancer. Donc là, effectivement, au bout de 1 mois et demi, ben, toujours pas de réponse. Alors forcément, j'avais été voir d'autres banques en parallèle, mais pas de réponse avec eux. Donc je me suis dit, je vais commencer à m'inquiéter. Je vais activer quand même les autres banques que j'avais été voir. Je vais Je les me relancer. rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Tu étais quand même stressé à ce moment-là. J'étais stressé parce que dans ma tête, en fait, je me dis, je, un contrat, c'est un contrat. Donc au final, un compromis qui est signé, bah, si au bout de 3 mois, il n'y a pas de financement, moi, dans ma tête, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10%, il y a, voilà, je dois payer, je perds tout, voilà, je suis redevable. Donc, Mm, effectivement, un contrat signé, ça engage les gens, ça, faut mhm, jamais l'oublier. Et moi, j'étais sur cette démarche, donc je voulais respecter les délais. mm. Même si effectivement, après, on verra qu'on peut toujours étendre un petit peu. Mais je voulais respecter les délais. Donc, au bout d'1 mois et demi, je commence à m'inquiéter. Je commence à activer un petit peu plus sérieusement et activement d'autres banques. Et je suis tombé sur une autre banque voilà, qui m'a très bien accueilli, qui m'a posé quelques questions, qui s'est renseignée sur moi et avec qui, au final, j'ai pu avancer. J'ai pu avancer. Bon, en 1 mois et demi, parce que même s'ils ont été très, très rapides,
Ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, j'ai Ouais, été effectivement obligé de demander quand même une petite prolongation, hein, du compromis qui avait ouais. été signé. Donc, on a étendu de un mois. Ça a arrangé aussi le vendeur parce que le vendeur avait le bien depuis 29 ans et des patates. Et au final, s'il passait la barre dès 30 ans, il payait moins de charges en fait à la revente. Et du coup, quelles conditions tu as eues? Alors, les conditions que j'ai eues, c'était sur 25 ans, pas d'apport, 3,82% d'intérêt. Ok. Voilà, le C'était taux. quelle banque? La banque postale. La banque Ah, postale. une banque que je connais et qui nous a nous-mêmes financé pour presque 1 million d'euros de crédit. Et en effet, c'était sans apport. Donc, en effet, la banque postale que vous connaissez tous, elle finance encore sans apport, etc. Alors, attention, attention, je sais déjà ce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, moi j'y suis allé, ils m'ont dit que c'était pas possible, etc. Chaque banque est différente, même si elles sont par région, au niveau, elles fonctionnent par région, la banque postale. Ça va être une question de personnes avec qui vous rencontrez et aussi de quel profil vous avez. Là, le profil de Dylan, il l'intéressait, du coup, qui est un peu le même que le mien, à l'époque en tout cas, ils aiment bien, quoi, visiblement. Donc voilà, si vous êtes ingénieur cadre dans l'industrie, et ben, peut-être que vous aurez des facilités à obtenir des crédits sans apport sur 25 ans. Alors, tu dis sans apport, mais je sais qu'il y a eu un petit hic, on va dire. Bah, effectivement, en fait, quand j'avais négocié le prix du début, pour faire baisser un petit peu les frais de notaire, j'avais sorti une partie du prix en mobilier. Bon, Ce qui est sur. totalement légal, hein. Et donc, juste, je précise ce que ça veut dire. En fait, quand vous payez des frais de notaire sur l'immobilier, c'est-à-dire le bâtiment, ce qui s'amortit. Par contre, à l'intérieur de cet immeuble, il y a du mobilier. Donc, typiquement, les cuisines, les meubles de salle de bain. Si vous achetez un meublé qui a déjà des, je sais pas, des lits, etc., eh bien, sur ça, vous ne devez pas payer de frais de notaire. Donc, ça, c'est une astuce hyper importante toujours, alors justement, enfin, j'allais dire hyper importante à toujours faire, mais pas forcément. On va le voir pourquoi. Mais en tout cas, vous pouvez économiser des frais de notaire si vous pensez à faire déduire et estimer du coup la valeur du mobilier qui est à l'intérieur du meuble. Alors Exactement. attention, il ne faut pas en abuser. Vous avez des, on va dire, des ratios un peu standards. Si vous commencez à dire qu'il y a une cuisine qui vaut 25 000 euros alors que c'est une kitchenette, déjà votre notaire il ne voudra pas le faire. Et deuxièmement, vous risquez un contrôle fiscal. Donc, ça, c'est une astuce super importante. Mais par contre, attention, il y a des fois des dommages collatéraux à ça. C'est quoi, Dylan? En fait, c'est exactement ça. C'est que bah, la banque, quand je leur ai proposé l'ensemble du projet, ils n'avaient aucun souci. Puis à un moment, ils ont juste dit dans la conversation, par contre, nous ne finançons que l'immobilier. Donc, nous ne finançons pas le mobilier. Dans l'enveloppe globale du prix, j'avais sorti 9 500 euros de mobilier, donc pour les 5 appartements. Comme tu l'as dit, c'est l'estimation qu'on met sur la cuisine, etc., etc. Donc, il y avait une enveloppe de 9 500 euros qui m'ont permis de réduire un petit peu les frais de notaire. Donc, j'étais très content de ça. J'avais déjà en tête de toute façon que la banque n'allait pas les financer. Donc, j'étais prêt à les sortir, mais la banque me l'a confirmé. Vous demandez la totalité, il n'y a pas d'apport, etc. Il n'y a aucun souci. Mais en fait, c'est 9 500 euros. Nous devons les sortir du projet, vous devez les mettre sur la table vous-même parce que nous ne les financerons pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai été obligé de les mettre de ma poche, je les avais prévus. Et donc, du coup, ils m'ont financé que le prorata, hein, Alors, donc cette règle, c'en est pas forcément une, dans le sens où il y a des banques qui vont l'appliquer, d'autres qui vont pas le faire. Donc l'idéal, ça serait de savoir quelle banque vous allez viser, de vous renseigner en gros, est-ce que s'il y a des meubles, on peut les faire financer ou pas. Et si c'est le cas, eh bien qu'ils les financent, bah, dans ce cas-là, déduisez-les, ça vous permettra de faire une économie sur les frais de notaire. Si par contre vous savez, comme à la banque postale, qu'ils vont vous demander de les mettre, bah, dans ce cas-là, limite, oubliez-les parce que l'économie d'impôt que vous allez faire avec les frais de notaire vont être plus élevés que l'apport que vous devrez mettre. Donc Oui. forcément, ça ne vaut Après, pas ap- forcément. après, moi, dans mon cas, de toute façon, ça ne me dérange pas du tout de les Ouais. mettre, puisque c'est un investissement, c'est mon patrimoine, donc Mm. voilà, il n'y a aucun souci. Ok, très clair. Qu'est-ce qui a changé depuis que, en gros, tu t'es lancé, tu as osé investir dans l'immobilier? Eh bien, ce qui a changé, c'est que quand je fais la revue de mon patrimoine, que je fais très régulièrement parce que j'aime bien suivre mes actifs, je vois que la part d'immobilier commence à monter. Voilà, elle commence à monter, elle continue à monter, et donc du coup, je diversifie mon patrimoine, mes actifs. Et en plus de ça,
il augmente, mon patrimoine augmente plus vite chaque mois vu que j'ai les remboursements d'emprunt que je considère comme mon patrimoine. Donc voilà, chaque mois, j'ai 400-500 € de plus que ce que j'avais avant qui s'accumulent. Ok, ouais, ça c'est un point super important que moi-même j'ai eu du mal à réaliser jusqu'à qu'on revende un bien. C'est qu'en fait au début on voit que le cash flow, c'est-à-dire on voit que l'argent qui reste sur le compte. Donc au effet, comme tu le dis, la trésorerie augmente puisqu'on a des biens rentables et donc tous les mois bah, le compte en banque il grossit, grossit. Sauf si bien sûr vous l'utilisez pour aller au resto, en vacances, etc. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous revendez un bien, vous avez remboursé les intérêts d'emprunt. Et du coup, quand vous touchez, par exemple, 1 000 € de loyer, au début, vous voyez que, je sais pas, les 500 € qui restent sur votre compte. Mais quand vous allez revendre votre bien, bah, les 1 000 €, vous les aurez gagnés effectivement. Donc après, bien sûr, Exactement. il faut déduire les impôts parce qu'il y en a un petit peu quand on revend un bien en France. Mais le patrimoine, l'immobilier, c'est ça. C'est non seulement le cash flow, la trésorerie, mais c'est surtout la plus-value à la revente. Et ça, c'est hyper puissant. Le fait de l'avoir fait une fois, on sait comment ça marche, on sait les délais, on sait ce qu'on a fait de bien, ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois. Donc, je vais continuer. Là, je suis toujours en recherche. D'ailleurs, un dans lequel, encore une fois, je pourrais y habiter, hein, donc, je n'ai pas fermé cette porte-là. Mm. Euh, et en plus de ça, ça permet de continuer à me diversifier, hein. Donc, mes actifs, un appartement, un immeuble, bah, en avoir un autre dans une autre ville, etc. Voilà. Alors forcément, Dylan, toi, tu es mon ami, donc je ne vais pas te demander ce que tu as pensé de la formation. Tu ne seras pas objectif. Mais par contre, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, ce qui m'a le plus aidé, et rassuré, c'est le fait, de pouvoir poser mes questions et d'avoir quelqu'un qui me réponde en sachant ce que je vis. C'est-à-dire qu'il a déjà fait, il a déjà réussi et donc du coup, au final, dans sa réponse, je vais trouver toute, beh, je vais être rassuré. La formation, c'est un outil, c'est une aide, c'est un guide qui permet de se raccrocher, quand des fois on a des doutes et on ne sait plus, trop où se positionner. Donc ça c'est encore une fois, ça rassure et il y a effectivement, la mise en relation avec des personnes, avec un réseau. Là, je pense au notaire. J'ai utilisé le notaire de la formation qui a été lui aussi de très bons conseils et très rassurant et qui m'a permis aussi de relire le compromis, etc., des choses que j'avais pas forcément pensé. Donc, franchement, l'aide et le fait d'être rassuré, ça permet de dormir bien tranquillement. Et aussi, le fait d'avoir quand même beaucoup d'élèves du masterclass en région parisienne notamment, bah, j'ai été en contact avec plusieurs personnes et ça m'a permis d'échanger voilà, sur des recherches, sur des techniques, sur des travaux, sur des chiffrages. Donc c'est toujours rassurant. Et puis ne serait-ce que d'aller boire une bière voilà, entre gens qui investissent dans l'immobilier et qui ont les mêmes passions, c'est toujours sympathique. On peut faire des rencontres sympathiques, en effet, même en investissant, en gagnant de l'argent et se faire plaisir. On peut faire, nous on le dit toujours, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Bah écoute, merci beaucoup Dylan d'avoir partagé ton expérience. Moi personnellement, bah, je suis hyper fier de toi bah, que tu aies réussi parce que je sais que ça faisait longtemps que tu avais envie de faire, mais que bah voilà, c'était jamais le bon moment, etc. Et puis au final, tu l'as fait. C'était pas facile par rapport à voilà, le fait que tu vives à l'étranger, etc. Mais tu n'as pas baissé les bras. Et donc ça, c'est un beau message, je pense, d'espoir pour tous ceux qui ont envie depuis des années, mais qui ne sont pas passés à l'action. Les amis, il est jamais trop tard. La vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on vous accompagne de la même manière que Dylan, on a pu le faire avec autant d'amour, autant de cœur, autant d'énergie, vous avez des liens en dessous de cette vidéo, quelque part ici. Et puis, comme vous le savez, on vous dit l'aventure continue. À demain!